petit point au cœur de l'arc antillais, la Martinique étonne par la variété de ses images. On l'appelle île continent. Chaque regard est un paysage nouveau, car la flore tropicale a été dessinée pour être nouvelle chaque jour. On l'appelle île aux fleurs. On ne finit jamais de la découvrir et de l'aimer. On l'appelle île des revenants. Avec une température moyenne de 26 degrés, la Martinique est l'endroit idéal pour réaliser des images sous-marines. Par le plus grand des hasards, le tournage de ce film a coïncidé avec une période de prolifération de plancton. Il en résulte quelques images brumeuses, mais ce petit inconvénient nous permet de vous offrir des images exceptionnelles. Aspirant des centaines de litres d'eau, un requin-baleine filtre cette manne providentielle. Cousin du requin blanc, le requin-baleine est absolument inoffensif. Cependant, il est capable de faire monter le taux d'adrénaline chez n'importe quel plongeur. Vous avez traversé avec succès la période d'initiation à la plongée et vous avez obtenu le diplôme de niveau 1. Votre enthousiasme n'a fait que croître et vous désirez parfaire vos connaissances. Bienvenue dans le cours niveau 2. Cette nouvelle étape vous permettra, à terme, d'acquérir une certaine autonomie dans la zone des 20 mètres. Avant d'aborder ce nouveau programme, rafraîchissons notre mémoire. Les couches d'air qui entourent la Terre exercent une pression. C'est la pression atmosphérique qui est de 1 kg par cm² au niveau de la mer. On dit aussi 1 bar. Les couches d'eau exercent une pression qui augmente de 1 bar tous les 10 mètres. Ainsi, à 10 mètres de profondeur, la pression ambiante est de 2 bars. À 20 mètres, elle est de 3 bars. À 30 mètres, de 4 bars, etc. En plongée, notre corps est soumis à ce phénomène. C'est ainsi que l'air contenu dans nos poumons et notre abdomen se trouve comprimé au cours de la descente et diminue de volume. Pour les mêmes raisons, nos tympans se déforment et par la manœuvre de Valsalva, nous équilibrons la pression interne avec la pression ambiante. Cette pression est également responsable des douleurs qui peuvent survenir au niveau des sinus ou des dents. À la remontée, la pression diminuant, l'air contenu dans notre corps, et en particulier dans les poumons, se dilate.
Compression, dilatation, M. Mariotte en tire la conclusion suivante. Le volume d'un gaz est inversement proportionnel à la pression qu'il reçoit. Ainsi, 5 litres d'air à 20 mètres deviennent 15 litres en surface. C'est pourquoi il ne faut jamais bloquer sa respiration en remontant. Il y a risque de surpression pulmonaire. Les accidents dus à la pression s'appellent les barotraumatismes. Votre livret comporte un chapitre réservé à ce sujet. Après ces quelques rappels, suivons Marc le moniteur. Pendant la descente, la manœuvre de Valsalva vous permet d'équilibrer les oreilles. Au fond, un vidage de masque démontre que vous maîtrisez respiration buccale et respiration nasale. Marc nous fait un rappel de quelques signes élémentaires. La grande nouveauté de l'enseignement du niveau 2, c'est la prise en charge du gilet. Marc demande à Frédéric et Arnaud de s'équilibrer en utilisant le direct système. Gonflage, dégonflage, il faut agir sur les boutons par petites touches. Puis, la vérification du bon équilibre se fait grâce au poumon ballast. Observez donc ce qui trouble l'eau. Ce ne sont pas des sédiments, c'est du plancton, matière vivante composée de milliers de petits animalcules et particulièrement de minuscules crevettes frétillantes. Intéressée par nos exercices, une sèche s'est approchée et nous invite à faire une petite exploration. Au niveau 1, vous avez appris à remonter en respectant la vitesse de 15 mètres par minute à l'aide de vos palmes. Grâce au gilet, vous allez pouvoir effectuer cette même remontée
sans avoir besoin de palmer. Il suffit pour cela d'insuffler un peu d'air avec le direct system. Puis, la gestion de cette remontée à la bonne vitesse consiste à conserver la quantité d'air nécessaire et suffisante dans le gilet. Autrement dit, l'air se dilatant, il faut en évacuer le trop-plein. Cette action peut se faire en continu en laissant s'échapper un petit filet d'air. Elle peut également se faire par intermittence en agissant de façon plus vigoureuse sur le bouton du direct system. En gonflant ou dégonflant les poumons, on peut accentuer ou ralentir la progression, mais en veillant à ne jamais bloquer la respiration. Seul l'entraînement vous permettra de trouver la bonne technique et de la maîtriser. L'air que nous respirons en plongée est de l'air comprimé. Il se compose d'azote, d'oxygène, de gaz carbonique, de gaz rare. Par simplification, nous retiendrons que l'azote représente 80% et l'oxygène 20%. Ces gaz ont une action sur notre organisme en fonction de la pression à laquelle ils sont respirés. Il est donc important de savoir calculer leur pression partielle. La loi de Dalton nous dit, dans un mélange gazeux, la pression partielle d'un gaz est égale au produit de sa concentration par la pression absolue. Au cours de la plongée, nous ne consommons que l'oxygène, l'azote n'ayant pas de rôle indispensable dans la respiration. C'est pourtant lui qui nous joue des tours en se diluant dans le sang. Voilà ce que nous en dit Monsieur Henry. À température donnée, la quantité de gaz dissous à saturation dans un liquide est proportionnelle à la pression du gaz au-dessus de ce liquide. En plongée, nous respirons de l'air sous pression. Si nous consommons l'oxygène, il n'en est pas de même de l'azote, qui se diffuse dans l'organisme sous forme de microbules. À la pression atmosphérique, notre corps contient une certaine quantité d'azote. Si l'on double la pression, notre corps peut dissoudre une quantité double d'azote, et ainsi de suite. Lorsque la pression diminue, les petites bulles de gaz se forment dans notre organisme et s'en échappent par la respiration. Mais si la décompression est trop rapide, l'excès d'azote s'évapore sous forme de bulles, qui peuvent être mortelles. Voilà donc le problème du plongeur. Permettre à l'azote de s'éliminer sans faire de bulles dans le sang. Que se passe-t-il en plongée ? Plus nous descendons, plus la pression augmente et plus notre corps absorbe rapidement l'azote. Mais ce phénomène n'est pas instantané. En début de plongée, à la surface, la pression d'azote dissous, appelée tension, est de 1 bar. La pression ambiante est de 1 bar. Le plongeur est en état de saturation. À 20 mètres, la pression ambiante est de 3 bars. La tension d'azote n'a pas encore augmenté. Le plongeur est donc en état de sous-saturation. Toujours à 20 mètres, la tension d'azote monte doucement jusqu'à atteindre 3 bars. Le plongeur est alors en état de saturation. À la remontée, on assiste au même phénomène. L'excès d'azote ne va pas s'échapper instantanément. À 10 mètres, la pression absolue est de 2 bars. Mais la tension est encore de 3 bars. Le plongeur est en sursaturation. Des microbules d'azote se forment et s'éliminent à chaque expiration. Le plongeur est à ce moment comme une bouteille d'eau gazeuse qui doit être débouchée avec précaution. Si la remontée est trop rapide et que la tension devient égale à 2 fois la pression ambiante, le plongeur est en état de sursaturation critique. À partir de là, et surtout si la tension dépasse 2 fois la pression ambiante, de grosses bulles d'azote se forment
et bloque la circulation sanguine. C'est l'accident de décompression. Pour éviter cet accident, et si l'on reste dans la courbe de sécurité, il faut remonter à la vitesse maximum de 15 mètres par minute et faire un palier de principe de 3 minutes à 3 mètres. Si l'on a dépassé la courbe de sécurité, il faut effectuer un certain nombre de paliers indiqués par les tables. À noter que les temps de remontée ne permettent d'éliminer qu'une partie de l'excès d'azote. L'organisme reste en état de sursaturation pendant environ 8 heures avant de retrouver son taux normal. Au niveau 2, vous devez être capable d'effectuer une descente en pleine eau, en phoque ou en canard. Avec l'expérience, on arrive même à devenir à l'aise. La descente doit être arrêtée sans toucher le fond à 20 mètres. Gonflage du gilet et poumon ballast autorise cette manœuvre. Câblage, décâblage. Cet exercice peut se faire en passant la bouteille par-dessus la tête. On peut aussi le faire en sac à dos. On peut même faire un échange de scaphandres. Par cette manœuvre, vous saurez vous sortir d'une mauvaise situation le jour où vous visiterez une grotte ou une épave et que vous serez obligé de pousser votre bouteille devant vous. Impressionné par ce spectacle, un crabe fuit le refuge aléatoire d'une éponge tonneau. Frédéric vient alors y plonger la tête pour en jauger la profondeur. Prenant la même position, Arnaud s'initie à la nage du poisson trompette. Au niveau 2, vous allez apprendre à gérer votre autonomie et donc votre air. Avant l'immersion, vous devez préparer votre plongée et déterminer sa durée en fonction de la profondeur. Celle-ci est un facteur de consommation supplémentaire. Ne l'oubliez pas. Puis, vous en déduisez les éventuels paliers. Évoluant dans la zone des 20 mètres et ayant pour recommandation de rester dans la courbe de sécurité, vous avez peu de chances d'avoir à faire des paliers. Mais, à l'issue du niveau 2, vous pourrez plonger dans la zone des 40 mètres, sous la responsabilité d'un moniteur, et vous serez peut-être amené à faire des paliers. Il vous faut donc apprendre à lire des tables de plongée. Nous avons vu que notre corps se sature en azote au cours de la descente et qu'il en absorbe d'autant plus que la pression ou la durée augmente. Nous avons vu que saturation et décompression ne se font pas immédiatement. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que l'azote ne se dissout pas de façon uniforme dans tout le corps. La dissolution est plus rapide dans les zones fortement irriguées comme le sang et les muscles. À la remontée, l'azote prend le chemin inverse. Ces zones sont divisées en tissus qui ont chacun une période différente. En termes de plongée, un tissu est l'ensemble des parties du corps ayant une même période. La période est le temps nécessaire pour obtenir la moitié de la saturation. Afin de mieux comprendre cette notion de période, suivez bien l'exemple que nous vous proposons. Vous voulez rejoindre un point B en partant d'un point A, par étapes successives et de même durée. Première étape, vous parcourez la moitié du chemin en 1 heure. Deuxième étape, vous parcourez la moitié du chemin restant en 1 heure. Troisième étape, vous parcourez la moitié du chemin restant en 1 heure. On considère qu'à la 6e étape, vous êtes au point B. Dans cet exemple, la période c'est 1 heure et on peut en déduire que la vitesse diminue à chaque période. En conclusion, la saturation des tissus se fait suivant une courbe exponentielle.
12 tissus ont été pris en compte pour le calcul des tables MN90. D'après des résultats expérimentaux, leur coefficient de sursaturation critique varie de 1,54 à 2,72. Nous vous rappelons que la sursaturation critique est atteinte lorsque la tension ou pression du gaz dissous est égale à 2 fois la pression ambiante. Ces coefficients permettent de déterminer la profondeur à laquelle il faut s'arrêter au cours de la décompression. Ne pas respecter ces règles vous expose à des accidents d'autant plus dangereux que leurs effets ne se font sentir que lorsqu'il est trop tard. La plongée se paie à la sortie. Lisez attentivement votre livret. Il vous présente l'ensemble des accidents de plongée et la façon de les éviter. En raison de l'expansion de certaines maladies, les exercices avec échange d'embouts ne sont plus trop à l'ordre du jour. Cependant, il peut arriver que vous ayez besoin de votre voisin de palanquée ou l'inverse. Une panne d'air est toujours possible. Il est donc utile de savoir remonter sans embout depuis 10 mètres pour simuler une remontée à 2 sur le même embout. D'autre part, cet exercice est intéressant dans la mesure où il met en évidence la loi de Mariotte et la surpression pulmonaire. Nous allons consacrer cette nouvelle séance à l'apprentissage de l'assistance avec gilet. En effet, si le niveau 2 vous apporte l'autonomie, il en résulte que vous devenez responsable. Par conséquent, vous devez être capable d'assister un camarade en difficulté. Observons Marc, Arnaud et Frédéric, qui exécutent un certain nombre de simulations. Étourdissement, fatigue, anxiété, un plongeur est en difficulté. Il faut intervenir. Mais quel gilet utiliser? Les deux? Non. Il y a des risques et c'est compliqué. Ici, l'assisté est conscient, il a de l'air dans sa bouteille et Marc choisit d'utiliser son propre gilet. Il le gonfle généreusement pour amorcer la remontée après avoir empoigné solidement le gilet d'Arnaud. Puis, il surveille sa vitesse, 15 mètres par minute, tout en purgeant sa jaquette par petites touches. Même signe, ça ne va pas. Marc intervient rapidement et comme il ne connaît pas le motif de cet appel, il décide de maintenir l'embout de l'assisté afin qu'il ne le recrache pas en cas de perte de connaissance. Pour cela, il a glissé son bras gauche sous la bretelle du gilet de Frédéric. Toujours dans l'hypothèse de la perte de connaissance, il gère le gilet de Frédéric. De cette façon, il est assuré qu'elle flottera une fois arrivée en surface, même si par inadvertance, il effectuait une mauvaise manœuvre. Jouant du poumon ballast, il purge le gilet par intermittence. Pendant la remontée, il se renseigne sur l'état de Frédéric.
Le tour d'horizon est bien sûr indispensable. Marc purge sa jaquette pour éviter de remonter trop vite. Ce geste peut être effectué plutôt en fonction de la quantité d'air présente au départ. Si un palier doit être respecté, attention à l'inertie. Pour s'arrêter et se maintenir à 3 mètres, il faut commencer à purger à 5 mètres. Arnaud simule maintenant une perte de connaissance. Marc commence par lui remettre l'embout fusant dans la bouche, puis il passe le bras gauche sous la bretelle du gilet et de la main droite s'empare du direct system. Il gonfle largement afin de provoquer le décollage, puis effectue une purge et vide son propre gilet. Vous pouvez constater que Marc a coincé Arnaud entre ses jambes. Ceci a pour but de solidariser le couple et empêcher que Marc ne se retrouve sur le dos avec Arnaud au-dessus de lui, tiré par son gilet. Même action avec Frédéric, mais cette fois, Marc se place derrière l'assisté dont il coince la bouteille entre ses jambes. C'est une autre méthode qui vous sera peut-être enseignée. Reprenons la méthode de face. Marc empoigne la bouteille et tourne Frédéric vers lui. Embout fusant dans la bouche, blocage de cet embout avec le bras gauche, puis gestion du gilet avec la main droite. Pendant la remontée, il s'enquiert de la santé de Frédéric. C'est tout l'intérêt du face-à-face qui permet de surveiller, de dialoguer, de rassurer. À l'arrivée en surface, effectuez si nécessaire le signe de détresse à l'attention du bateau. Prise de face, arrière, gestion du gilet de l'assisté, de son propre gilet. Chaque moniteur a ses préférences et ses bonnes raisons. Observez, expérimentez, l'important étant d'être efficace. Mais il est évident qu'en cas de panne d'air de l'assisté, vous utilisez votre gilet. De la même façon, si l'assisté est en état d'essoufflement, vous faites le même choix pour ne pas aggraver le problème. Lorsque vous maîtriserez parfaitement tous ces exercices dans la zone des 20 mètres, votre moniteur vous emmènera dans la zone des 40 mètres pour y tester vos aptitudes. Là, vous serez de nouveau sous son entière responsabilité. Vous y ferez vidage de masque, interprétation des signes, stabilisation. Vos réactions seront attentivement surveillées. Rappelez-vous qu'à cette profondeur, la narcose vous guette. Bien entendu, vous terminerez par une remontée avec votre moniteur.
Si vous passez sous la courbe de sécurité, les paliers deviennent obligatoires. Ils sont donnés par les tables de plongée en prenant en compte la durée et la profondeur. Le plongeur règle la lunette mobile de sa montre, effectue son canard, c'est le début de la plongée. Au fond, il suit les inégalités du terrain qui est souvent accidenté. La profondeur de la plongée est la plus grande profondeur atteinte, même si le plongeur n'y a fait qu'une brève incursion. Il est recommandé de posséder un profondimètre qui affiche la profondeur maximale atteinte. Lorsque le plongeur commence à remonter à 15 mètres par minute, c'est la fin de la plongée. Il relève l'heure et par différence avec l'heure du début, obtient la durée de la plongée. Cette durée sert de base au calcul des paliers. Dans notre exemple, le plongeur est descendu au plus profond à 40 mètres et la durée est de 25 minutes. En consultant les tables MN90, on peut lire qu'il faut effectuer un palier de 2 minutes à 6 mètres et de 19 minutes à 3 mètres. Dans ce premier exemple, nous n'avons pas compris le temps de remontée. Mais si vous faites une remontée très lente, en suivant un tombant, vous devez l'inclure dans le temps de plongée. Si vous effectuez une deuxième plongée dans la même journée, vous ne le ferez que si vous êtes en parfaite condition. 3 cas peuvent se présenter. La seconde plongée a lieu à 8h30 ou plus d'intervalle. On considère alors que les tissus sont complètement désaturés et le calcul des paliers se fait comme pour la première plongée. La seconde plongée a lieu à moins de 15 minutes d'intervalle. Elle est dite consécutive. L'intervalle commence à la sortie de la première plongée. La seconde plongée a lieu dans un intervalle compris entre 15 minutes et 8h30. Elle est dite successive. Reprenons l'exemple précédent. Plongée à 40 mètres pendant 25 minutes. Les paliers sont de 2 minutes à 6 mètres et de 19 minutes à 3 mètres. La deuxième plongée débute après un intervalle inférieur à 15 minutes et vous emmène à 20 mètres pendant 10 minutes. Pour le calcul des paliers, on retient la plus grande profondeur atteinte pendant la première ou la deuxième plongée. Ici, on retient 40 mètres. Quant à la durée retenue, on additionne les temps des deux plongées. 25 minutes plus 10 minutes, soit 35 minutes. Reportons-nous dans le tableau à la case 40 mètres, durée 35 minutes. Les paliers sont de 8 minutes à 6 mètres et de 35 minutes à 3 mètres. Gardons le même exemple avec la première plongée à 40 mètres pendant 25 minutes. L'intervalle est de 1h15. Il faut cette fois relever sur la table la lettre figurant dans la case X1 sur la ligne 40 mètres 25 minutes. On lit la lettre J. Celle-ci va nous permettre de déterminer la valeur de la majoration de temps appliquée à la deuxième plongée. Prenons le tableau des intervalles pour déterminer la quantité d'azote résiduel. Suivons la ligne J jusqu'à la colonne 1h15. Celle-ci n'existant pas, il faut impérativement prendre la colonne immédiatement inférieure, soit 1 heure. Dans cette case, nous lisons 1,11. Prenons le tableau des majorations et suivons la ligne d'azote résiduel 1,11 jusqu'à l'intersection avec la colonne 27 mètres. Celle-ci n'existant pas, il faut impérativement prendre la colonne immédiatement supérieure, soit 28 mètres. Dans cette case, nous lisons 26 minutes. C'est le temps qu'il faut ajouter à la deuxième plongée pour calculer les paliers. La deuxième plongée est prévue à 27 mètres pendant 12 minutes. Nous venons de déterminer que la majoration est de 26 minutes. Le calcul des paliers doit donc prendre en compte l'addition de ces temps. 12 minutes plus 26 minutes, soit 38 minutes. Dans le tableau, nous prenons la case 28 mètres pour une durée de 40 minutes et nous lisons 19 minutes à 3 mètres. C'est le palier que nous devons effectuer.
Peut-être n'allez-vous pas tout comprendre le chapitre que nous venons de développer. Ne vous découragez pas, revoyez la cassette et prenez votre livret. Vous allez rapidement assimiler cette gymnastique. Votre livret contient un paragraphe marqué « Important » à la fin du chapitre sur les paliers. Lisez-le attentivement. La plongée idéale commence sous le bateau et finit sous le bateau. Pour cela, il faut pouvoir se repérer. Avant l'immersion, notez la force et le sens du vent, ainsi que la force et le sens du courant. Une fois dans l'eau, prendre des repères sous le bateau et, en cas de courant, partir face à lui. Observez la position du soleil par rapport à la direction que l'on prend. En même temps, observez le sens des vagues. Sur le fond, faire la même chose avec les vagues tracées dans le sable. Prendre des repères et mémoriser des détails, végétaux, éponges, rochers, coraux ou casiers. Bien sûr, une boussole est tout à fait souhaitable. En premier, on va parler de la bouteille. Alors il faut savoir qu'il y a deux sortes de bouteilles, deux types de bouteilles, soit en acier, comme celle-là, soit des bouteilles en alu. Alors la grosse différence, au niveau du poids, c'est peut-être pas très important en plongée, mais c'est important de savoir que les bouteilles en alu, on les vérifie que tous les 5 ans, alors que les bouteilles en acier, on les vérifie tous les 2 ans. Il y a des petites bouteilles de 6 litres, 9 litres, 12 litres, 18 litres, 15 litres, des capacités différentes selon ce que vous voulez faire. Ensuite, sur cette bouteille, il y a une robinetterie. Sur les bouteilles, au niveau 2 et pour les plongeurs, en général, il n'y a qu'une seule sortie. Et pour les moniteurs, vous avez 2 sorties séparées avec 2 robinetteries séparées. Ce qu'on peut remarquer sur cette bouteille, c'est qu'il existe encore la tige de réserve manuelle qui ne sert plus à rien dans le cadre d'un club maintenant, puisque nous sommes obligés d'avoir les manomètres qui indiquent la pression. Mais on retrouve encore sur certaines bouteilles la tige de réserve manuelle que l'on baisse donc avant la plongée, puisqu'elle ne sert à rien. Sur les bouteilles, gravées ici, c'est caché par le filet, mais sur la bouteille sont gravées toutes les indications qui concernent la bouteille, à savoir sa capacité, ce qu'elle contient, la dernière date de sa réépreuve et des numéros qui permettent d'identifier le fabricant, ainsi que le tampon tête de cheval, qui est l'emblème des mines françaises, au niveau des réépreuves. Ensuite, on va parler maintenant des détendeurs. Pour détendre l'air, vous avez un système à 2 étages. Le détendeur assure un rôle capital, délivrer l'air comprimé de la bouteille à la pression ambiante. Toutes les grandes marques proposent un détendeur à 2 étages. Le premier étage s'adapte à la bouteille. Il contient une chambre à haute pression et une chambre à moyenne pression, de laquelle un tuyau souple amène l'air jusqu'au 2e étage, où il est détendu à la pression ambiante. Observons le schéma du premier étage. Un clapet et son ressort ferment la chambre à haute pression. L'autre chambre est isolée de l'extérieur par une membrane sur laquelle est fixé un pointeau. Aidée par un ressort, cette membrane est en mesure d'appuyer sur le clapet. Elle transmet donc la pression ambiante à laquelle s'ajoute la pression du ressort. Le total de ces 2 pressions s'appelle la moyenne pression. Voyons maintenant le 2e étage. Un clapet et son ressort ferment la chambre moyenne pression. L'autre chambre est séparée en 2 par une membrane qui, grâce à un levier, est en relation avec le clapet. Comment ça marche? Pour que le plongeur respire confortablement, il lui faut de l'air à la même pression que la pression ambiante. Lorsqu'il aspire, la pression dans l'embout devient légèrement inférieure à la pression ambiante. Celle-ci provoque un abaissement de la membrane qui, par l'intermédiaire du levier, provoque l'ouverture du clapet. L'air fuse. On obtient le même résultat en appuyant sur le bouton surpresseur. En amont, l'aspiration du plongeur provoque une dépression dans la moyenne pression. Celle-ci devient donc légèrement inférieure à la pression exercée par la membrane et son ressort. Le pointeau s'abaisse. L'air se détend immédiatement en passant de la petite chambre haute pression à la chambre moyenne pression, plus volumineuse. Lorsque le plongeur cesse d'aspirer ou vide ses poumons, la membrane du 2e étage remonte et le clapet se ferme, poussé par son ressort. Même phénomène dans le premier étage,
dont la membrane recule avec son pointeau. Le clapet se ferme. À propos du deuxième étage, vous avez certainement entendu parler d'Octopus, accessoire de plus en plus recommandé. En fait, il s'agit d'un second deuxième étage, généralement de couleur jaune pour le reconnaître. Il est relié au même premier étage. C'est donc un embout de secours. On trouve sur le marché un certain nombre d'ordinateurs dont les performances ne cessent d'augmenter. Cet appareil enregistre en permanence profondeur et temps de la plongée. Généralement programmé avec des tables plus sévères que les MN90, un ordinateur indiquera des paliers plus longs que des tables, si le plongeur reste durant toute sa plongée à la même profondeur. En revanche, si le plongeur évolue à des profondeurs généralement décroissantes, l'ordinateur indiquera des paliers plus courts que les tables, puisqu'elles se calculent en fonction de la plus grande profondeur. Certains ordinateurs de la dernière génération sont reliés à la bouteille et gèrent donc la totalité de la plongée. Dotés d'une importante mémoire, ils sont capables de transmettre tous les paramètres à un ordinateur du bureau. Il est ainsi possible d'imprimer et de visualiser le profil des plongées. L'ordinateur est un outil appréciable qui calcule vite et bien. Plus besoin de compter, surtout lorsqu'il s'agit de plongées successives ou consécutives. Mais souvenez-vous que c'est un appareil sophistiqué et relativement fragile. Alors, gardez les réflexes traditionnels, profondimètre, montre, manomètre, table de plongée immergeable, ça peut encore servir.